Bienvenue dans Écho de réflexion, un espace où je partage avec vous des pistes de réflexion sur des sujets essentiels comme le bien-être, la résilience et bien d'autres. Sur la chaîne Nourrir les liens, mon objectif est de vous offrir des ressources pour renforcer vos liens, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, car je suis convaincue que le lien est le meilleur antidépresseur qui soit. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une préoccupation que je constate de plus en plus, la facilité avec laquelle nous passons à l'acte. Vous l'avez sans doute remarqué, dans des situations parfois banales, nous assistons de plus en plus souvent à des explosions de colère et des réactions disproportionnées. Pourquoi, face à un simple désaccord, se met-on à hurler ? Parfois, on en arrive même à couper les ponts avec celle ou celui avec lequel on pensait partager une si belle relation, et dans certains cas, on peut aller jusqu'à l'agression physique. Cette montée de l'agressivité nous concerne tous, que ce soit dans nos relations personnelles, au travail ou simplement dans nos interactions quotidiennes. Mais pourquoi réagissons-nous de manière aussi impulsive sans prendre le temps de réfléchir ou d'élaborer nos émotions ? Pour répondre à cette question, je propose que nous prenions un peu de recul. Une première piste pourrait être notre incapacité à créer un espace intérieur et donc à mettre de la distance entre nos émotions et nos réactions. On pourrait dire que c'est un peu comme si nous avions perdu l'habitude de digérer nos ressentis avant d'agir, un peu comme si, face à la moindre contrariété, la seule issue possible était de laisser exploser ce qu'on ressent. Mais prenons un exemple concret, par exemple dans un contexte professionnel. Imaginez une association traversant plusieurs changements de direction, ce qui va entraîner une série de résistances et de plaintes des employés épuisés par ces ajustements constants. Lorsqu'une nouvelle direction propose des solutions, au lieu de résoudre les problèmes, on peut observer des blocages. Mais pourquoi ? Ces résistances peuvent aller au-delà des simples questions structurelles et peuvent révéler des luttes de pouvoir et des peurs liées à la perte de statut ou de territoire. Prenons l'exemple d'un coordinateur qui a pu bénéficier ponctuellement du soutien de partenaires externes pour partager dans certaines situations ses tâches. Et aujourd'hui, en raison de divers dysfonctionnements et de décisions externes, ce coordinateur peut être amené à devoir gérer seul certaines responsabilités. Et le changement que lui vit, bien que au départ ce soit prévu dans ses fonctions, donc dans ses missions initiales, ça transforme la gestion autonome en une source d'insatisfaction. Et ce qui était donc censé être une partie normale de sa fonction, de ses missions, devient alors une surcharge inattendue, ce qui peut illustrer la difficulté d'adaptation face au changement. Ce qui semblait être un simple ajustement de répartition du travail se révèle être une véritable lutte de pouvoir où les enjeux ne sont pas seulement organisationnels, mais également personnels. Et la direction, malgré toutes ses bonnes intentions, se trouve alors face à une résistance qui reflète une bataille pour le contrôle et la préservation des positions, ce qui va rendre, vous l'aurez compris, le dialogue difficile et donc intensifier les tensions. Évidemment, on peut retrouver ce même genre de dynamique dans le cadre de relations personnelles. Une dispute sur un sujet en apparence tout à fait banal, par exemple le choix d'un film à regarder, peut devenir le déclencheur d'une confrontation bien plus intense, parce qu'en réalité, ce qui se joue peut être des blessures beaucoup plus profondes au niveau de la relation et des frustrations qui peuvent alors s'être accumulées, qui n'ont pas su ou qui n'ont pas pu être exprimées auparavant, et ce simple désaccord devient alors l'occasion d'exploser, de sortir des mots durs, voire parfois des insultes, ce qui va évidemment raviver les conflits non résolus jusqu'alors, et la petite étincelle devient alors le brasier. Mais pourquoi ? Pourquoi n'avons pas pris le temps de symboliser ce qui se passe en nous ? Nous avons de plus en plus tendance à réagir immédiatement sans prendre ce temps de réflexion et donc d'élaborer nos émotions. Je crois qu'une des raisons de nos réactions plus immédiates aujourd'hui réside dans le fait qu'autrefois, dans de nombreuses sociétés, les croyances, les valeurs et une forme de spiritualité offraient un certain cadre. Donc ce cadre permettait alors de canaliser, donc de réguler les tensions en donnant un sens à nos expériences de vie et nos émotions. Ce processus de transformation, que l'on appelle la symbolisation, permettait alors de mettre des mots sur nos vécus.
Et des notions comme le pardon, la patience ou encore la soumission à un ordre supérieur, nous aidaient à prendre du recul face aux difficultés et à exprimer ces tensions de manière constructive. On trouvait des réponses ou des explications dans des histoires, des récits, des traditions ou même simplement dans des rituels propres à chaque communauté et donc les émotions et les conflits pouvaient être exprimés dans des espaces sécurisés. Aujourd'hui, cette capacité s'est largement affaiblie, puisque autrefois, par exemple, l'autorité parentale, tant paternelle que maternelle, mais surtout paternelle, constituait un cadre de protection. Les parents jouaient donc un rôle d'éducateur, mais aussi un rôle, ou plutôt une figure d'autorité, ce qui offrait de la stabilité et donc de la sécurité. Or, aujourd'hui, cette autorité est remise en question non seulement par les enfants eux-mêmes, mais aussi par nos institutions et la société qui envoie des messages paradoxaux. D'un côté, on critique les parents trop permissifs et de l'autre, on valorise une éducation beaucoup plus souple. Je suis assez consternée par le nombre de parents qui se sentent démunis, ne sachant plus comment imposer des limites dans un monde où l'autorité est perçue comme un frein à l'épanouissement personnel. La peur de brimer la créativité, d'éviter les conflits ou simplement de paraître de mauvais parents pousse souvent alors ces parents à adopter une posture trop souple au détriment du cadre nécessaire à la construction de l'enfant, ce qui peut alors entraîner une confusion des rôles où l'enfant va prendre des décisions qui dépassent son âge et sa maturité. Je crois qu'il devient donc essentiel de réhabiliter une autorité bienveillante où les règles et les limites sont posées avec clarté et constance, mais sans autoritarisme. Une autorité donc qui n'écrase pas, mais qui encadre. Une autorité qui guide et sécurise tout en permettant à l'enfant de s'épanouir pleinement. En parallèle avec la montée en puissance des technologies, notre façon d'interagir a elle aussi complètement changé, surtout chez les jeunes qui passent beaucoup plus de temps en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des mondes virtuels. Et du coup, ça laisse moins de place aux relations en face à face. Et donc, ça va impacter non seulement la qualité des échanges entre les amis ou simplement nos échanges familiaux, mais aussi ça va impacter la capacité à construire des relations sociales réelles. De plus, même l'enseignement s'est adapté à ces transformations avec de plus en plus d'écrans pour les cours, tout comme le télétravail renforcé par les confinements qu'on a connus durant la crise sanitaire. Et tout ça a évidemment complètement changé nos façons de communiquer et donc d'interagir en déplaçant une grande partie de nos échanges sur des plateformes numériques. Et donc forcément, on se retrouve à moins symboliser ce qu'on vit. Parce que quand on passe plus de temps derrière des écrans, que ce soit pour des cours, pour le boulot ou même simplement dans nos relations sociales, on prend moins de temps pour vraiment réfléchir à ce que l'on ressent et donc à ce qui se passe en nous. Donc le fait d'être en ligne en permanence et de tout faire dans l'instant, ça ne laisse pas beaucoup de place pour prendre du recul et pour donner du sens à nos émotions. Avec cette vie hyper connectée, on est dans la réaction immédiate et donc on perd de la profondeur, on perd de la capacité de symboliser, de transformer ce qu'on vit en quelque chose de plus construit. Et nos jeunes, sans une structure claire et ferme pour les guider, ils peuvent se sentir livrés à eux-mêmes. Non pas qu'ils soient violents ou déviants par nature, mais ils manquent de repères solides. Et face à un monde qui leur donne l'impression d'une liberté sans limite, ils n'ont pas toujours les outils pour comprendre les règles qui définissent cette liberté. Et cela peut les laisser démunis et dans ce vide, certains finissent par adopter des comportements violents, déroutants. Et je crois que ça peut également expliquer les raisons pour lesquelles certaines personnes se tournent vers des formes d'extrémisme idéologique ou des extrémismes religieux, parce que ces mouvements semble offrir des réponses simples à un monde où tout semble flou. Bien que ce ne soit pas le sujet principal ici, mais c'est tout de même assez révélateur, l'absence de cadre structurant qui peut pousser des personnes à rechercher des solutions radicales qui, même si elles sont rigides, leur donnent un sentiment de sécurité et de certitude. Alors, cette situation est encore plus critique pour celles et ceux qui ont traversé des traumatismes dans leur enfance qui n'ont pas pu être reconnus et traités. Un enfant qui grandit dans un environnement marqué par la violence
ou par la négligence émotionnelle par exemple, n'aura pas nécessairement appris à mettre des mots sur ses émotions et à l'âge adulte, eh bien ça peut se traduire par une incapacité à prendre du recul face aux frustrations, face aux tensions et donc aux conflits qui deviennent alors des espèces de guerres de survie où l'autre est perçu comme une menace qu'il faut à tout prix éliminer. Mais alors, comment réintroduire de la symbolisation dans nos vies pour éviter justement ces réactions brutales et impulsives ? Quelques pistes pourraient être d'encourager la créativité à travers les arts, que ce soit les arts visuels, la musique, l'écriture ou d'autres, mais tous ces moyens peuvent être des moyens de reconnecter avec la symbolisation, puisqu'en permettant aux personnes d'exprimer leurs émotions et leurs pensées de manière créative, eh bien nous leur donnons des outils pour explorer et comprendre leur propre expérience, par exemple un atelier de peinture ou d'écriture, ça peut donc offrir un espace pour traiter les émotions plus complexes et donc ça va donner la possibilité de transformer des sentiments bruts en quelque chose de plus symbolique. Ça va non seulement canaliser les émotions, mais en plus, ça permet de développer une introspection beaucoup plus profonde. Alors, la méditation et la pleine conscience aident également à mieux se comprendre et à mieux gérer nos émotions, puisqu'en se concentrant sur le moment présent, on permet à notre esprit de ralentir et d'observer ce qui se passe en nous. Par exemple, avec des exercices de visualisation, on peut imaginer des situations difficiles et y réagir différemment, transformant alors nos réactions redoutées en réponses positives. On peut également utiliser des symboles, des métaphores, notamment au niveau éducatif. Intégrer des métaphores dans l'enseignement, par exemple, ce qui peut aider à rendre des concepts abstraits beaucoup plus accessibles. Les profs pourraient utiliser des histoires, des analogies ou bien des jeux de rôle pour illustrer des principes plus compliqués, ce qui peut alors faciliter une compréhension plus profonde de certaines matières abordées. Je pense par exemple à une métaphore de l'aventure pour expliquer un projet scolaire, ce qui pourrait aider les élèves à visualiser et à comprendre les étapes nécessaires pour atteindre un objectif. Et on peut alors également créer des rituels conjugaux ou des rituels au sein du couple, des rituels familiaux qui soient quotidiens, hebdomadaires ou bien à certaines dates clés, ce qui peut alors offrir des opportunités pour renforcer les liens et symboliser aussi les valeurs importantes propres au couple ou propre à la famille. Alors évidemment, il y a un tas d'autres choses qu'on peut faire, mais toutes ces pratiques vont encourager la réflexion sur les comportements, sur nos réactions, ce qui nous permet une prise de conscience plus approfondie. Et donc, en réintroduisant des repères, des valeurs dans nos vies, nous avons là les outils pour mieux gérer nos émotions et nos réactions, ce qui est une voie pour une meilleure connaissance de nous-mêmes, ce qui nous permettra de nous connecter avec le monde qui nous entoure de manière beaucoup plus sereine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Écho de réflexion et surtout si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cet épisode ou partager votre expérience pour nourrir nos liens. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Écho de réflexion.